Bonjour et donc bienvenue à ce webinaire sur, sur les effets sur les pays à faible revenu et sur l'Afrique de contexte géopolitique. Je rappelle en quelques mots, même si je pense que c'est inutile pour la plupart d'entre vous, ce contexte géopolitique qui est marqué parce que un certain nombre d'analystes ont appelé un contexte de polycrise avec la pandémie de Covid-19, avec la fragilisation des chaînes de valeur globales, avec la guerre en Ukraine conduite par la Russie, les tensions au Moyen-Orient, l'utilisation par la nouvelle administration Trump des droits de douane, et donc un contexte de polycrise qui est marqué aussi par une augmentation des tensions géoéconomiques, peut-être plus encore que géopolitiques, dans un contexte de contestation de l'hégémonie américaine par notamment la Chine, mais aussi par un certain nombre d'autres pays émergents. Ce contexte géopolitique, on peut, ou en tout cas un certain nombre d'analystes ont indiqué qu'il crée une véritable rupture dans l'ordre économique mondial. Jusqu'à maintenant, depuis la fin de la guerre froide, on avait une montée grâce à la mondialisation de l'interdépendance économique qui substituait à une logique d'affrontement, une logique de marché, et donc qui était censée améliorer ou réduire suffisamment les tensions géopolitiques pour garantir, au moins dans une grande partie du monde, la paix. Or, aujourd'hui, on assiste plutôt à une interdépendance qui est perçue comme une menace et qui se traduit soit par une fragmentation, soit par la militarisation de cette interdépendance avec un certain nombre de pays, et bien sûr les plus importants, qui essayent d'utiliser cette interdépendance pour contrôler les nœuds d'interdépendance les plus importants. Donc, ce contexte géopolitique, il est connu, a beaucoup été analysé du point de vue des grandes puissances, des États-Unis, de l'Europe, de la Chine, de la géopolitique mondiale, de la géoéconomie mondiale, mais beaucoup moins du côté de ses conséquences sur les pays les plus pauvres, les pays les plus vulnérables, et sur le continent africain. D'où l'idée de ce webinaire aujourd'hui qui rassemble des points de vue différents, celui d'Amadou Sy, directeur adjoint du département Afrique du FMI, celui de Franny Léautier, qui j'espère va nous rejoindre, qui est directrice générale d'une banque d'investissement de Southbridge Investments, qui est très active en Afrique, celui de Lucie Villa, qui est vice-présidente du Senior Sovereign Risk Group chez Moody's et qui s'occupe plus particulièrement de l'Afrique, et celui de Jim DeMello, qui est conseiller scientifique à l'Interdit, mais surtout un grand spécialiste des relations économiques internationales et notamment de l'intégration économique et monétaire en Afrique. Et donc, l'idée, c'est de regarder un petit peu quelles sont les conséquences sur les pays à faible revenu. La première conséquence, c'est effectivement que cette fragmentation ou cette militarisation de l'interdépendance économique va ralentir la croissance mondiale, va ralentir les échanges, et que ça va avoir évidemment des effets importants sur les pays à faible revenu. Le deuxième point plus spécifique à l'Afrique et aux pays à faible revenu, c'est que cette fragmentation va se traduire aussi par une stratégie géopolitique des pays africains et des pays à faible revenu, avec un alignement sur l'un des deux blocs, ou au contraire une mise en concurrence des deux blocs.
et que ça peut avoir des conséquences sur les effets secondaires, si je puis dire, de cette fragmentation. Et puis, on peut aussi imaginer les moyens que auraient les pays africains et les pays les plus pauvres et les plus vulnérables pour être résilients, plus résilients par rapport à cette rupture et cette tendance de augmentation des tensions géoéconomiques et de renforcement de la fragmentation. Voilà, je ne veux pas être plus long. Je passe la parole d'abord à Amadou Sy. Euh, Amadou, la parole est à toi. Oui, merci Bruno et encore merci à tout le monde pour cette invitation. Enfin, très rapidement, je vais essayer un peu de brosser un petit aperçu de ce que nous faisons ici au niveau de l'équipe qui s'occupe du rapport sur les perspectives économiques régionales sur l'Afrique subsaharienne. Alors, peut-être pour commencer, quelques définitions, parce que euh, voilà, donc il y a sûrement plusieurs définitions, mais pour le moment, donc nous regardons ça sous l'angle d'un renversement de l'intégration euh, motivés par des politiques souvent guidées par des considérations stratégiques. Donc, nous avons commencé à travailler surtout dessus après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Donc, euh, c'était un choc quand même global mais qui a eu des effets assez importants sur l'Afrique subsaharienne et j'y reviendrai. Et en 2023, on a essayé de regarder un peu plus dans les détails avec une note d'analyse pour voir un peu quel serait l'impact économique de la fragmentation géoéconomique, avec aussi un modèle d'équilibre général et tout. Et finalement, cette année, en octobre, on a eu encore, on peut dire, trois nouveaux chocs. Celui de l'augmentation des droits de douane sur les exportations vers les États-Unis, avec en corollaire l'expiration de l'accès préférentiel au titre de l'AGOA, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, et également ces annonces de plusieurs pays riches concernant une forte baisse de l'aide étrangère à destination des pays de la région. Et finalement, tout ça avec une incertitude élevée et des tensions géopolitiques. Donc, les canaux de transmission, bon, on continue à travailler dessus, mais alors c'est surtout, peut-être, je peux parler de cinq canaux, hein. Le premier, c'est, comme je l'ai dit, les perturbations sur le commerce international. On a vu la hausse des tarifs douaniers, un protectionnisme accru et qui perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales, les chaînes de valeur. On a aussi une reconfiguration des flux financiers, peut-être avec une politisation des investissements indirects étrangers, l'aide internationale, j'en ai parlé tout de suite, et les sanctions. Et on a aussi un impact de l'incertitude politique. On utilise des mesures d'indices d'incertitude politique euh, pour voir un peu comment cette hausse des incertitudes a un impact hein, à court terme, moyen terme et même à long terme. C'est un peu comme ce qui avait été fait lorsque les chercheurs regardaient un peu l'impact de Brexit hein, sur l'économie britannique, par exemple. Finalement, pour la région, très important, le choc sur les prix des matières premières.
On a vu ça avec l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On a vu cette hausse des prix alimentaires, c'est même des prix des engrais aussi, et les prix des produits, des produits énergétiques, et une inflation dans la région. Et finalement, si on recule un peu, on peut voir aussi l'impact sur l'évolution du système monétaire international avec cette domination du dollar qui commence à être du dollar américain qui commence à être remise en cause, avec des nouveaux systèmes de paiement, par exemple des paiements avec pour les paiements en yuan, avec le commerce avec la Chine, l'évolution des réserves des devises de réserve aussi. Donc pourquoi l'Afrique est-elle particulièrement affectée? Alors l'Afrique est très vulnérable, hein. On a cette vulnérabilité structurelle, d'une forte dépendance aux matières premières, donc qui expose bien sûr tous les pays de la région. Bon, ben, on a des pays exportateurs, des pays importateurs, par exemple, en ce moment, avec le prix de l'or qui a fortement augmenté, c'est un bénéfice. Mais en tout cas, on est exposé aux fluctuations des prix des matières premières. Une faible intégration commerciale, hein, c'est une faible intégration dans les chaînes de valeur mondiales et aussi peu de valeur ajoutée. Tout ceci limite la diversification commerciale des pays africains. On a la réduction de l'aide publique au développement qui réduit les ressources pour renforcer la résilience aux crises, surtout quand on a peu de coussins de sécurité au niveau du budget. Et finalement, justement, l'espace budgétaire qui est limité et la dette élevée, peut-être moins la dette qui est moins un problème de dette élevée, plutôt un problème de coût du service de la dette, hein, qui est très, très élevé. Effet direct de la fragmentation géopolitique, peut-être je reviens, je me répète un peu, mais bon, j'essaie de suivre un peu les suggestions que vous nous avez données. Mais donc, pour les effets directs, on peut voir déjà, hein, on avait, par exemple, si quand on a regardé l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'augmentation des droits de douane, l'aide étrangère et l'incertitude. On peut quand même mettre quelques chiffres hein, on peut voir un peu ce qui s'est passé au niveau des indicateurs économiques, hein. Bon, maintenant, il faut relativiser parce que bon, l'Afrique subsaharienne, c'est une région, ce n'est pas un pays. Mais par exemple, pour ce qui concerne l'augmentation des droits de douane, vu le faible niveau d'échange entre l'Afrique subsaharienne et les États-Unis, nous trouvons que ça touche surtout quelques pays comme les autos, hein. Par exemple, les exportations de textiles vers les États-Unis du Lesotho représentent 10% du PIB. Euh, Madagascar aussi se trouve dans une situation analogue. Donc, c'est vraiment certains pays qui ont bénéficié de l'Agora qui sont beaucoup plus vulnérables à cette hausse des droits de douane. Euh, Maintenant, pour l'aide étrangère, on a déjà vu qu'il y avait une tendance à la baisse hein, de l'aide étrangère. Et bien sûr, tous les pays ne bénéficient pas de la même manière. En gros, c'est 1,5% du total des revenus de la région, les aides bilatérales. Les chiffres changent tout le temps, mais on avait vu, on avait anticipé une baisse de 16 à 28% en 2025. Mais il est très vraisemblable que ces réductions se poursuivent au cours des années suivantes. Et bien sûr, comme pour l'aide, ça va toucher surtout les pays fragiles, comme la République centrafricaine, le Soudan du Sud, le Niger, où certaines réductions pourraient dépasser plus de 10% des recettes publiques. Euh, on a essayé de faire aussi un modèle d'équilibre général, mais c'était après, en 2023, donc
Mais donc, ce modèle, enfin, les prémices, c'était qu'au cours des 20 dernières années, quand même, l'Afrique subsaharienne a bénéficié de l'intégration économique globale, hein, avec la force des alliances économiques et commerciales avec de nouveaux partenaires économiques. Alors, traditionnellement, c'était l'Union européenne et les États-Unis, et on a vu la Chine et les pays émergents comme nouveaux partenaires, hein. Et cette intégration a été bénéfique à la région au cours des dernières 20 années. Mais là, avec l'apparition d'une fragmentation géoéconomique, il y a quand même des risques avec des conséquences négatives. Et d'après les résultats de ce modèle, l'Afrique subsaharienne risque d'être la région la plus pénalisée dans un monde fortement fragmenté. Et là, c'était plutôt un scénario où on a vraiment deux blocs, par exemple un bloc Chine, pays émergents, et un autre bloc États-Unis, Union européenne, et on a une grosse fragmentation, une fragmentation assez forte qui oblige les pays à s'aligner. Et ça, ce modèle trouve même que la fragmentation économique mondiale pourrait se traduire par une baisse de 4% du PIB en Afrique subsaharienne. Bon, alors, donc juste pour terminer, que faire pour renforcer la résilience? Bon, on parle surtout de l'intégration régionale, hein, avec la ZLECAf. Bon, alors le grand souci, c'est comment accélérer cette intégration régionale. Que faire? On a des recommandations de politique au niveau commerce, au niveau du commerce, mais qu'est-ce qu'on peut faire parce que il y a urgence? Et la diversification des échanges aussi. Comment l'Afrique, par exemple, peut s'intégrer dans ces chaînes de valeur d'une manière plus accrue, etc. Au niveau quand même des flux financiers, on voit que ça bouge, hein. Par exemple, on voit, je crois que c'est Afreximbank et aussi Standard Bank, une banque sud-africaine qui se sont intégrés dans le CIPS, hein. Le CIPS, c'est, ça permet de faire des échanges en yuan. C'est des échanges, c'est un système interbancaire qui permet de faire des échanges en yuan avec la Chine. Il y a aussi ce PAPS qui est un système de paiement panafricain qui essaie de réduire les coûts de transaction dans les échanges commerciaux. Et finalement, on voit aussi le mobile money, hein, qui avance très fortement, pas seulement en Afrique de l'Est, pas seulement au Kenya, mais aussi dans la zone UEMOA, etc., où on peut faire des échanges, des paiements entre pays, cross-border, hein, avec les systèmes de paiement. Et finalement, on voit aussi qu'au niveau du stablecoins, que ça commence aussi à être de plus en plus utilisé et c'est quelque chose que nous regardons de plus en plus. Finalement, au niveau de la mobilisation des ressources domestiques et aussi de l'utilisation des marchés domestiques, on voit une utilisation accrue des marchés domestiques. Les pays, maintenant, les gouvernements se financent beaucoup plus, enfin, plus de la moitié du financement des gouvernements vient des marchés domestiques. En monnaie locale. Alors ça aussi, c'est quelque chose que nous regardons de très près. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Bon, l'idée, alors, ce sera, comme la région est très vulnérable, hein, c'est pas seulement à la fragmentation géopolitique, mais aussi à d'autres chocs économiques. L'idée, c'est comment renforcer la résilience de la région. Bon, bien sûr, étant le FMI, on revient toujours à l'importance de bonnes politiques macroéconomiques et d'avoir l'importance de constituer des coussins de sécurité, etc. Mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Je vois comment stop sharing.
merci beaucoup Amadou. Je crois que sans transition, je vais passer la parole à Lucie Villa pour avoir le point de vue aussi des agences de notation, de la manière dont est pris en compte ce risque géopolitique à la fois global et spécifique à chaque pays. Et aussi, sur ce nouveau contexte, on voit que les chiffres avancés par Amadouci et par le FMI en cas de fragmentation totale en deux blocs ont des conséquences quand même assez considérables sur le PIB. Et on sait que des chocs, que beaucoup de pays africains sont plus vulnérables à des chocs externes que d'autres pays dans le monde. Donc ça a aussi, j'imagine, un effet sur leur notation de crédit. Lucie, la parole est à toi. Merci beaucoup et bonjour à tous. Et bien sûr, merci pour l'invitation. Alors, en effet, ce que je représente, c'est le groupe à Moody's, donc qui est une des grandes agences de notation, qui fait de la notation de dette souveraine. Donc, il note les États. Et notre angle de vue est toujours vraiment orienté crédit. J'aime à le rappeler. Une notation, c'est quoi? C'est une mesure du risque de défaut, hein, d'un gouvernement sur sa dette, qu'elle soit en monnaie locale ou en monnaie étrangère. Et c'est une mesure qui a vocation à être prédictif, c'est-à-dire qu'on parle du risque de défaut. Alors vous verrez jamais vraiment d'horizon temporel associé, mais si vous regardez l'horizon temporel de nos projections, c'est généralement 3 5 ans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et bien entendu, dans notre approche, même si cette mesure est finalement assez pointue, assez restrictive en termes de l'événement que l'on cherche à mesurer, en termes de probabilité, on regarde beaucoup, beaucoup de considérations, beaucoup de facteurs pour arriver à cette notation. Et on a clairement un facteur dans notre méthodologie qui regarde le risque à la fois nous politique, on dit donc qui est plus un risque interne, et puis le risque géopolitique qui est plus qu'un risque interétatique. Alors on les mélange les deux, même si dans la description de ces risques, on essaie d'être assez clair sur deux choses. Lequel est le plus prédominant et très important, quels sont nos scénarios? C'était intéressant aussi, encore une fois, de voir que le FMI travaille et on a cette même technique ou approche de travail qui est vraiment basée sur des scénarios, en se forçant de penser à un scénario qu'on appelle souvent central, et puis des scénarios moins centraux que l'on se force à décrire et non seulement à décrire, mais aussi finalement à faire le lien avec l'analyse du risque de crédit. Et donc on en revient toujours à des considérations qui vont être liées à la croissance, à l'état des finances publiques, à la capacité du gouvernement à refinancer sa dette, parce que une des choses qui est très spécifique au gouvernement en termes de notation de crédit, c'est bien que la plupart des gouvernements ont des déficits. Donc ils ont besoin d'avoir accès à de la dette, non seulement pour refinancer la dette qui vient de maturité, mais pour financer les nouveaux déficits. Donc ça, c'est le point liminaire que j'avais envie de faire pour s'assurer que tout le monde comprend d'où on part en tant qu'agence de notation. D'un point de vue vraiment méthodologique, comme je disais, on se force à avoir une analyse de scénario et aussi à réfléchir à quel point le risque politique et géopolitique est corrélé à d'autres risques, et notamment au risque de liquidité du gouvernement, qui est le risque qu'un gouvernement ne puisse plus émettre autant de dettes qu'il le souhaiterait ou qu'il en ait besoin, et bien sûr le risque de crise de balance des paiements. Et donc on pense au risque politique, pas de façon isolée, mais bien corrélé avec ces autres risques-là. Et ce que je voulais dire, si je fais vraiment un focus Afrique, c'est que on se rend compte, quand on regarde nos scores de risques politiques et géopolitiques, au moins là-dessus, j'aime pouvoir dire que finalement, on est très transparent en disant tel pays est plus risqué qu'un autre. Donc, on a vraiment un score qui est associé à tous les pays partout dans le monde. Et on se rend compte quand on regarde la distribution au niveau Afrique, que finalement, la distribution n'est pas si différente qu'en Europe ou qu'en Asie. Voilà. Le score le meilleur est un single A.
et le score le pire est un CA, c'est l'Ukraine par exemple en Europe, on en a quelques-uns d'autres aussi en Afrique, et même la moyenne ou la médiane se retrouve généralement, en fonction de comment on la regarde, autour de BA et BAA. Donc en réalité, c'est pas forcément, quand on regarde vraiment le risque, notre score de risque politique, c'est pas quelque chose qui est vraiment spécifique au continent. Par contre, ce qui est plus spécifique au continent, je pense, en Afrique, c'est cette corrélation de risque. C'est le fait que on est dans des pays que nous on appellerait frontières, c'est-à-dire qui ont des marchés relativement peu développés, des économies relativement peu développées, et qui sont donc souvent très dépendantes des flux qui viennent de l'extérieur, aussi bien pour de l'exportation que finalement pour du support que par exemple un gouvernement reçoit, un support budgétaire du FMI ou de la Banque mondiale. C'est quelque chose qu'on va analyser comme positif d'un point de vue des finances publiques, mais aussi d'un point de vue de la balance des paiements, parce que finalement c'est un flux entrant. Et donc ce qui est plus spécifique au fait qu'en Afrique on aura plus d'économies dites frontières market, c'est cette corrélation de risque et le fait que dès qu'on va avoir un risque politique ou géopolitique faible, on va avoir très vite un effet sur la liquidité, un effet sur les finances publiques beaucoup plus rapide que dans les autres régions. Alors après, on peut se poser la question de pourquoi. Donc c'est une question de voilà, du fait que c'est des pays, des économies qui sont assez frontières. Et c'est aussi lié je pense qu'il faut être assez transparent, honnête là-dessus, à la gouvernance de support au niveau supranational de ces pays ont besoin de support, qui vont dépendre souvent d'un programme FMI, d'aide de la Banque mondiale, d'aide de ce qu'on appelle bilatéral, donc des pays, que ce soit d'ailleurs économies développées de type États-Unis, Europe, comme la France, ou d'ailleurs la Chine, comme on le sait, la Chine est un grand contributeur, en tout cas pas support budgétaire, mais en tout cas financement concessionnel. Et la dynamique de ce support va être dépendante de l'alignement, on en parlait au début de ce séminaire, mais à quel point finalement, d'un point de vue politique, le pays est aligné ou pas avec des sortes de normes qui sont les normes que les autorités de Bretton Woods ont envie de voir pour pouvoir supporter. Donc ça va être économie plutôt organisée autour de marchés transparents, respect des libertés humaines. Voilà. Donc il y a tas de, tout un tas de valeurs économiques ou sociétales que l'on connaît et que l'on sait vont être vues comme soit positives et donc voilà, le support international va être là. Et dès qu'il y aura un manque d'alignement, eh ben, on sait très bien que finalement la communauté internationale donnera moins. Et c'est là où on voit de suite, malheureusement, un effet qui se coule, qui est que le risque politique et géopolitique augmente. Et juste à ce moment-là où les autorités font face parfois à des situations très compliquées, un pays que je connais bien et qui, je pense, est assez représentatif de ce dont je parle, c'est l'Éthiopie. Au moment où il y a quand même des tensions régionales dans le pays qui sont très difficiles à gérer pour les autorités, indépendamment, bien entendu, de toute considération, voilà, de diplomatique, mais vraiment, quand on pense à un gouvernement qui doit gérer des régions, qui doit gérer des conflits, de perdre le support à ce moment-là, c'est quelque chose qui est très compliqué et que nous, on sait, va très vite précipiter le pays dans une situation encore plus compliquée et donc va souvent amener un abaissement de la notation voire à une anticipation de notre part que finalement la communauté internationale dira, écoutez, nous, on veut bien vous aider, mais si vous traitez telle ou telle chose d'une autre façon que vous le souhaitez, donc il y a une vraie question de souveraineté, et on sait très bien que le risque, c'est qu'à un moment donné, les autorités en charge d'établir la soutenabilité de la dette disent, ben non, nous, c'est pas soutenable, ce qui pour nous va dire défaut, restructuration de dette. Et ça, bien entendu, notre job et notre difficulté, c'est pas d'attendre que les choses se passent pour dire, ben, finalement, il y a défaut, on abaisse la notation. Notre rôle, c'est bien d'abaisser la notation en amont, idéalement au moins un an avant le défaut, pour flaguer ce risque. Alors après, on peut discuter de à quel point, du coup, les notations vont être un peu plus procycliques dans leur utilisation.
Mais n'empêche que la notation n'a de valeur que si on est capable de flaguer le défaut en amont et pas au moment où les choses se passent et où tout le monde peut le voir. Donc voilà, c'était les points que je voulais faire. La dernière chose que je voulais dire, euh, c'est que il faut pas oublier aussi le processus par lequel on arrive à ces scores. Donc, comme je disais, ces scores sont transparents, ils sont disponibles sur notre site pour tout le monde pour que tout le monde puisse le voir. Mais ces scores sont décidés de façon collégiale. Donc, souvent, on entend dire c'est un analyse qui couvre l'Éthiopie qui décide, par exemple, du score politique. Pas du tout. On a des process, on est obligé d'avoir une discussion avec des pays pairs, donc des pays comparables, pour s'assurer qu'il y a de la cohérence. À la fin, ça donne la possibilité de se dire, en effet, par exemple, un pays que j'aime bien citer parce que c'est quelque chose d'assez récent, une vue assez récente. On a eu pendant très longtemps la Tanzanie à BWA. C'est, je sais, un score qu'on a beaucoup discuté, nous, en interne, chaque année. Pour vous donner un ordre de grandeur, la France et BWA aussi en termes de risque politique. Voilà. Très récemment, on a décidé d'abaisser le risque politique. Alors là, c'est pas du géopolitique, c'est plutôt du politique à BA. Mais alors, ce que les gens vont pas forcément voir, mais si on prend le temps de lire notre recherche, on s'en rend compte que ça fait 3 ans qu'on a ces discussions et que à un moment donné, voilà, on peut décider d'abaisser un score. On l'explique dans notre recherche pourquoi. C'est plutôt basé sur des analyses vraiment de scénarios. Notre baseline, notre scénario central reste le même, mais on voit vraiment un shift sur des scénarios plus extrêmes, plus négatifs qui commencent à nous faire peur, d'où le BA. Sachant qu'on peut aller jusqu'à C en termes de risque politique. Tout ça pour dire que voilà, c'est pas un individu qui décide, c'est un groupe d'analystes à Moody's. Et on est assez modeste sur le fait qu'on est des analystes de crédit, on n'est pas des analystes de géopolitique forcément ou de politique. Et donc, on est assez clair sur le fait que on a des vues informées, et ces vues informées sont justement nourries de beaucoup de discussions qu'on a avec justement des experts politiques ou géopolitiques et que encore une fois une décision de changer un score ne se fait pas comme ça en décidant on a lu quelque chose dans la presse on décide d'abaisser le score, pas du tout. C'est souvent une décision qui est nourrie sur plusieurs années et qui est discutée avec beaucoup d'experts sur le sujet. On notait la Russie, c'est un des points que j'aime bien quand même citer pour savoir à quel point il faut être modeste quand on fait ce travail. On notait la Russie Investment Grade BWA3 un an avant son défaut et avant l'invasion de l'Ukraine. On a bien entendu, si vous regardez notre recherche, on était très conscient du risque politique et géopolitique en Russie, bien entendu, mais n'empêche que les scénarios négatifs que l'on pointait, et c'était un de nos scénarios négatifs, hein, finalement aurait peut-être dû être un peu plus pesant sur la notation que ce qu'on l'avait cru. Et je peux vous dire déjà qu'à l'époque, on se nourrissait énormément de discussions et de vues d'experts sur le sujet. Comme quoi, voilà, quand on rentre dans ces analyses de scénarios, je pense qu'il faut rester aussi assez modeste sur notre capacité à prédire ce qui peut se passer. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. C'était tout à fait passionnant. J'ai juste une petite question de compréhension. Le risque géopolitique global qui est lié au fait que les pays plus alignés avec les valeurs, les modèles de la communauté financière internationale, c'est-à-dire en gros quand même plutôt du bloc occidental, sont plus fragiles. Ça, c'est quelque chose qui est pris en compte dans le scoring politique général ou c'est quelque chose qui est pris en compte à côté? Non, alors c'est une très bonne question. C'est pris en compte dans le risque politique. Et on est assez clair qu'il y a, si on peut définir des normes sociétales qui sont vues comme celles à respecter euh, et que, euh, et que finalement, si elles ne sont pas respectées, ben, le risque, c'est justement de perdre ce support. Mais il y a aussi des normes sociétales voulues par les citoyens d'un pays. Et souvent, ce qui est compliqué d'expliquer, c'est celui-ci, c'est le degré d'acceptance d'une population dans une société donnée
pour finalement des normes qui vont peut-être être mises alignées avec les normes qu'on peut appeler occidentales ou de Bretton Woods, je sais pas trop comment, voilà, on veut les appeler, mais on peut très bien avoir une population qui est finalement, qui a un degré d'acceptance vis-à-vis de normes sociétales qui seraient différentes. Et donc le risque politique sera plutôt à ce moment-là bas chez nous, mais on expliquera à ce moment-là le souci, il est dans ce misalignement et le fait que même si la population du pays en question est OK de vivre avec ces règles-là, le souci, ça va être que ce pays-là, il va être un peu coupé du support que l'on pourrait attendre davantage s'il était plus aligné. Inversement, on peut aussi avoir un cas d'un pays qui est aligné avec Bretton Woods, c'est plus rare, mais que finalement qui a une population qui veut pas accepter ces choses-là, sauf si on est vraiment dans un cadre de voilà d'ajustement très fort, comme on a connu dans certains pays où il y a vraiment tout un re-engineering de l'économie à penser. Mais sinon, voilà, ça peut être un autre cas. Donc il y a vraiment le degré d'acceptance de la population. Et c'est terrible à dire, peut-être pour moi qui voilà qui suis plutôt française d'origine et qui va voir des choses comme des inégalités de richesse ou comme des choses posant problème dans une société, mais on peut très bien imaginer une société où finalement il y a énormément d'inégalités de richesse. J'en connais un vers l'Asie, très gros, avec une très grosse population qui a des inégalités qui, pour moi, peut-être, voilà, me paraîtraient comme difficiles d'un point de vue de la société française, mais qui, pour ce pays-là, dans la société-là, est une norme acceptée. Voilà. Donc, on tient compte aussi de ce que moi j'appellerais le degré d'acceptance de la population et finalement cet alignement avec, surtout si le pays en question est très tributaire du support de la communauté internationale, où généralement la plupart des pays, si on met bien sûr la Chine de côté, pays comme les États-Unis et la France, sont prêtes à supporter généralement s'il y a programme FMI. Donc s'il y a vraiment une convergence là assez forte et le fait que oui, il y aura un alignement plus ou moins à faire. Je sais pas si je suis claire, mais voilà, ça va dépendre de la configuration, configuration dans laquelle on est. Mais oui, grosso modo, ça tient compte de cette dynamique-là. Donc, c'était très clair et j'ai une dernière question avant de passer la parole Mm. à Jim de Mello sur la notion d'alignement parce que on a parlé jusqu'ici beaucoup d'alignement, de valeurs, de modèles, Mm. Bretton Woods, valeurs Mm. européennes ou occidentales. Il y a toute une recherche compte tenu de ce nouveau contexte géopolitique qui s'est développé en économie et qui prend comme mesure de l'alignement un alignement diplomatique Mm. basé sur l'alignement des votes aux assemblées générales des Nations Unies. Est-ce que c'est quelque chose que vous Ouais. regardez, qui vous paraît pertinent ou pas forcément? Mm. Alors, ce qu'on regarde et qu'on discute beaucoup, je sais, même si ça apparaît pas en soi dans notre méthodologie, c'est plus à quel point un pays va être intégré dans le réseau diplomatique mondial ou pas. Il y a des pays qui vont être assez isolés. J'aime bien prendre le cas de l'Afrique du Sud, qui est finalement on peut débattre, mais qui est une économie émergente, mais qui a beaucoup d'aspects en fait d'une économie développée. Par exemple, si on regarde la sophistication du secteur financier en Afrique du Sud, on regarde vraiment une économie, enfin ouais, un marché développé type économie développée. Et par contre, encore une fois, là, ce qui est très plutôt emerging market en Afrique du Sud, c'est quand même un sort d'isolement diplomatique qui, je pense, finalement se fait ressentir au niveau de la capacité d'exportation du pays, la capacité finalement à aller défendre et négocier avec les pays exportateurs ou avec les pays qui viennent financer des idées. Donc c'est plus voilà le manque de capacité, voilà, le manque de capacité à pouvoir négocier de façon diplomatique des accords, ou inversement un isolement diplomatique qui fait que finalement les règles du jeu sont davantage imposées sur ces pays-là, et ils n'ont pas, bien sûr, leur siège à la table pour décider. On en a bien conscience et on en tient compte. Alors
c'est un sujet qui peut être très sensible. Donc, quand on écrit dessus, il faut souvent savoir lire entre les lignes de notre recherche et de nos communiqués. Mais bien entendu, on en est conscient. Merci beaucoup, Lucie. Avant de passer la parole à Jim DeMello, laissez-moi vous présenter à la fois aux panélistes et à nos auditeurs les excuses de Franny Léautier qui a eu un empêchement donc de dernière minute et qui pourra pas participer à ce débat. C'est dommage, mais ce débat n'en reste pas moins très intéressant. Et je passe tout de suite la parole à Jim DeMello. Bon, merci de m'avoir invité. J'ai bien sûr posé la question à Bruno, pourquoi tu m'invites euh, à participer à une discussion qui est surtout importante pour tout le monde, bien sûr, mais qui se déroule dans les couloirs du FMI, de la Banque mondiale, de Bruxelles et ailleurs. Et moi, je suis perdu au fin fond euh, de l'océan Indien. Et donc, j'ai pas grand-chose à dire sur mes prédictions ou sur ce que je pense pourraient être les effets du choc géopolitique qui se déroule aujourd'hui. D'ailleurs, je crois, Bruno, tu l'as très bien dit, on a eu une fragmentation qu'on n'a jamais vue avant. Donc, prédire le futur qui est tellement différent et qui rompt totalement avec le passé, c'est très difficile. Alors, je vais passer 3 minutes pour raconter des vignettes de ma participation, parce que pendant une vingtaine d'années, ben, j'étais dans les couloirs à Washington et j'ai travaillé d'ailleurs ma première ma première embauche était à l'agence bilatérale USAID, qui pratiquement n'existe plus aujourd'hui, qui était au département d'État. Donc, j'ai travaillé 3 ans là-bas et l'une de mes tâches principales, c'était de rédiger des courriers de réponse aux députés qui posaient la question pourquoi l'aide bilatérale. Et donc aussi, j'avais été pour une première mission à Kinshasa en 1975. Et notre constat, c'était quand même l'efficacité des activités de lobbying de Mobutu, puisque une semaine après notre arrivée, il était sur la couverture de Time Magazine, quelque chose qui ne s'était jamais vu pour un homme d'État africain. Ben, ensuite, j'étais au département de recherche de la Banque mondiale, où on a passé plusieurs, euh, plusieurs mois et années à faire des évaluations. Alors, les évaluations des prêts d'ajustement structurel, des livres. Par la suite, la gestion d'un programme auquel la FERDI, qui n'existait pas à l'époque, mais c'était le CERDI, avait participé, dont Patrick Guillaumont. Il y avait donc 2,5 millions à l'époque qui avaient été financés par la CNUSED et l'idée était nouvelle. C'était seulement des conseils. Donc il y avait des missions sur le terrain, 15 pays, et il fallait justement seulement donner des conseils. Et il y avait pas de prêt d'attaché, ni tout ce qu'on a su de la gouvernance qui était autour des prêts d'ajustement structurel. Quand nous avions été au Vietnam, qui d'ailleurs a été le seul pays qui a lu et qui a discuté avec nous en long et en large, vraiment en détail nos recommandations, ils avaient dit, mais la Banque mondiale, ils sont arrivés, ils ont envoyé un monsieur David Dollar, mais on n'a jamais eu $1 d'aide. Donc ils avaient réussi, évidemment, sans aide. Donc ça c'est un exemple que l'aide peut être importante, mais ne l'est pas toujours. Ensuite, autre évaluation sur la Banque mondiale sur le soutien du commerce en 2006. Là aussi, quand même euh, un rapport avec pas des recommandations, mais un constat très mitigé. Et peut-être le dernier également, c'était DFID qui nous avait demandé en 2009 de dire, ben, nous voulons savoir quel est le résultat des soutiens de DFID à toutes les activités sur le commerce international qui se déroulent à Genève. Il y avait plus de 10 millions de dollars qui étaient consacrés à cette aide. Ils voulaient savoir, c'était un rapport confidentiel, mais ils voulaient savoir ce que nous en pensions. Et dans notre rapport, entre autres, il y a quand même il y avait quand même une activité qui était très,
et qu'on trouvait était très bonne, c'était le soutien aux pays qui n'étaient pas encore membres de l'OMC, mais qui voulaient devenir membres. Et donc, c'était un soutien, un soutien non seulement logistique, mais surtout pour payer pour les frais de représentation d'avocats. Mais la réponse que l'on a eue, c'est nous vous entendons, nous vous comprenons, mais vous devez savoir qu'il y a des coûts fixes très élevés pour répondre à nos demandes, aux demandes des Anglais sur l'efficacité de l'aide. Et donc, il faut remplir des pages qui sont tout aussi longues et des conditions tout aussi longues pour un petit, pour un petit fonds que pour un énorme, comme à l'époque c'était le cadre intégré. Donc, ma conclusion de tout ça, c'est que bien sûr, les motifs sont variés, mais peut-être plus important, c'est surtout que ils étaient assez difficiles à évaluer, non seulement parce que ces motifs étaient difficiles parfois à déceler, mais maintenant, en tout cas, je vois en regardant de loin, il me semble que la situation géopolitique va diriger euh, tout entièrement l'aide qui soit beaucoup plus stratégique et avec objectif politique qu'auparavant. Alors j'ai mis et géoréférencé. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de voir maintenant que l'on peut, grâce aux données géoréférencées, on a un peu plus on a un tout petit peu plus on peut savoir au niveau micro où, un peu mieux où l'aide atterrit. Alors, après, je vais passer deux ou trois slides sur, je suis quand même allé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai rien à dire. Ben, je suis quand même allé regarder ce que vous avez dû tous voir de votre côté, c'est que pense-t-on ou quelles sont les perceptions? Alors, les perceptions, je vais faire trois, je rapporte, il y en a beaucoup, mais je rapporte trois groupes de perceptions recueillis par sondage. Le premier, très rapide, c'est celui de Atlantic Economic Council. Je trouve ce qui est intéressant, l'échantillon, c'est 350 personnes, donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, il y a 13% qui voient que la menace la plus importante à la prospérité, c'est quand même une diminution du commerce à cause du protectionnisme. Évidemment, c'est quand même moins important que des conflits politiques ou militaires. Mais quand même, 13,5, c'est quand même assez important. Donc évidemment, les personnes qui ont été sondées ne sont pas accueillies au hasard. Mais enfin, c'est quand même peut-être la peine de remarquer. Alors le deuxième, il y a un indice qui a été développé récemment par l'OMC, le Fonds monétaire, et pour les activités, quel est un indice d'activité de politique, de politique commerciale? Alors, il y a deux composantes. Il y en a une première qui est l'évolution du degré d'incertitude tel qu'il est mesuré dans la presse. Ce qui est important, bien sûr, c'est de voir notamment le Global Trade, le GTA, le Global Trade Analyst, je crois, qui sort tous les 6 mois, je crois, ou une fois par an, qui répertorie toutes les mesures. Alors, si vous regardez les mesures, il y en a eu quand même en 2024, il y a eu 3200 mesures de protection qui ont été répertoriées ça s'appelle le Global Trade Alert. C'est quand même assez énorme. Et on voit que l'augmentation ces dernières années a été très forte. Alors, comment est-ce que ça se traduit? Ben, ça se traduit dans ce nouvel indice qui montre que l'activité de politique commerciale a fortement augmenté à partir de 2019, même avant. Bon, c'était peut-être après le Brexit et autres, mais c'était certain. Et la première conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, mais c'était même avant le Covid. Et donc, on voit maintenant que l'indice d'activité a fortement augmenté
Donc, à vrai dire, où en est-on? C'est difficile de savoir, mais en tout cas, tous les indices indiquent une forte augmentation des mesures de politique commerciale. Alors, deux autres indices qui peuvent être assez intéressants, parce qu'ils sont très récents, c'est des indices sur le soutien envers l'aide dans les pays. Alors là, c'est un soutien dans quatre pays. Et vous voyez sur votre écran que le soutien baisse partout, sauf aux États-Unis, suite à la fermeture de USAID, c'est-à-dire au mois d'avril-mai. On voit une petite augmentation, ce qui est assez presque surprenant, mais enfin, euh, il reste à savoir comment les personnes, quel a été le choix des personnes qui ont répondu à ce sondage. Mais il y a une autre étude assez intéressante sur les États-Unis qui montre que lorsque la confiance politique est très faible ou diminue, eh bien le soutien à l'aide diminue fortement également. Donc, euh, c'est une étude que pour les États-Unis, mais économétrique et assez bien faite. Et donc, si on en croit les résultats, le soutien pour l'aide risque de diminuer ou diminuera à cause de la confiance qui s'est complètement écroulée dernièrement. Alors, la dernière, je trouve assez intéressant, c'est le World Economic Forum. Eux, ils vont chaque année, ils ont des groupes, des partenaires, et puis ils vont chez les partenaires. Moi, il y a 900 réponses. Enfin, c'est les partenaires qui sont choisis et pas choisis, parce que quand vous voyez le pourcentage des 900 réponses, il y en a 40% en Europe, il y en a une en Asie centrale, donc il n'y a pas la Russie là-dedans. En Asie de l'Est, c'est 4%, donc ce n'est pas pondéré. Que veut dire tout ça, la Chine, etc. Cependant, si on regarde le résumé, il y a peut-être quelque chose d'assez intéressant, c'est de voir comment la sévérité des risques globaux change dans le temps. Alors là, on regarde sur ce graphique, en haut, dans le cadran nord-est, c'est des risques qui deviennent plus forts dans le futur que dans le présent. La note, c'est ordinal, ça va de 1 à 7 pour les plus grands risques dans les 2 années à venir sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, c'est également noté sur 7, donc 4 c'est le milieu. Donc tout ce qui est sur l'écran nord-est montre que l'anticipation, c'est d'une détérioration des risques globaux. Assez important, évidemment, c'est la désinformation qui est assez élevée, bien sûr, les conflits militaires aussi. Alors, peut-être vous allez me poser la question, que pensez-vous, qu'est-ce que pourrions-nous faire? Je crois que Bruno a demandé, que pourrait-on faire pour, où l'aide devrait-elle être dirigée? Bien sûr, elle devrait être toujours dirigée envers les pays qui en ont le plus besoin, et on peut parler, si ça vous intéresse, on peut discuter de ce que veulent dire ces modèles d'équilibre général calculable, ce on disait à l'époque garbage in, garbage out. C'est pas toujours le cas, mais en fait, on, on- on met toujours dans les paramètres, parce qu'il y a beaucoup de paramètres que l'on choisit, on choisit les paramètres qui vous donnent la réponse que l'on veut. Donc, j'ai assez de doutes sur le pouvoir explicatif de ces modèles, notamment, il y en a un assez intéressant qui a été fait. Lorsqu'il y a eu l'ALENA en 94, ben, 10 ans après, on s'est dit, ah, ben, il y a eu 10 ans d'ALENA, voyons si ce qui s'est passé correspond à ce qui avait été prévu par les modèles. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait d'autres choses qui se sont passées, bien sûr, mais pas tant que ça. Eh bien, même là, il y a eu une quarantaine de modèles d'équilibre général calculable qui ont été dirigés vers l'ALENA, et vraiment, c'était pas ça n'a pas beaucoup, ça n'a pas beaucoup aidé. Donc, je ne dirai rien sur où l'aide pourrait-elle être dirigée, quels sont les pays qui sont plus vulnérables que d'autres.
même s'il y a une vulnérabilité externe et interne que l'on peut essayer de déceler, et la FERDI a fait des travaux importants dans ce domaine, mais j'ai deux slides. Il y en a un que le slide ici que vous avez peut-être tous vu dans la presse en français, c'est sorti vendredi. Donc, moi, j'ai préparé mes slides dimanche. Alors, j'ai pris l'extrait du National Security Strategy pour l'Afrique et j'ai souligné en jaune ce qu'il dit sur l'Afrique. Donc, vous pouvez le lire, ça, vous avez dû le lire dans dans la presse française. Et j'ai même mis un exposé justifiant les 10 commandements sur un site qui s'appelle War on the Rocks, qui est un site que je ne consulte pas souvent, mais qui est quand même un site qu'il faut peut-être consulter puisqu'il représente assez bien les positions de la droite américaine. Et puis, bien sûr, il y a toujours l'Economist, et j'ai trouvé que l'Economist, quand il a jugé la politique tarifaire de Trump, il a dit Tariff selection is almost as random as taxing you on the number of vowels in your name. J'ai trouvé ça amusant et probablement assez. Alors, on arrive donc l'APD. Donc pour moi, enfin, beaucoup d'autres, je pense que il y en aura très peu. Les États-Unis sont petit à petit, ils sont remplacés par la Chine. On pourrait rajouter un slide qui évalue la Chine. C'est assez intéressant parce que au début, la Chine cherchait à avoir une influence dans les votes des Nations Unies. D'ailleurs, c'est dans le papier de Mathieu et Bruno. Donc, il y a ce côté-là. Donc, ça vaut la peine de voir peut-être où est dirigée l'aide de la Chine. Donc, le peu d'aide qui reste, bien sûr, il faudrait que ce soit pour la santé humanitaire, mais il y a un côté, je pourrais dire, positif, si jamais il y a un renouvellement de l'AGOA. Parce que moi, quand j'ai travaillé sur Madagascar en 2001, l'AGOA était arrivée, ça avait créé 50 000 emplois autour de Tana, et c'était vraiment la pluie qui tombait du ciel. Tout le monde dit, mais c'est formidable l'AGOA. Mais c'est vrai déjà que l'AGOA, quand même, euh, c'est assez différent de tout sauf les armes, parce que dans l'AGOA, il suffisait que les députés décident qu'un pays n'était pas suffisamment démocratique pour l'enlever de la liste. Ça s'est passé bien sûr, pour Madagascar, mais aussi, je crois, à une époque pour, euh, pour la Côte d'Ivoire, je crois, d'autres pays. Donc, le problème, là, c'est qu'il peut y avoir des effets qui sont aléatoires, même si ça vaut la peine de souligner que si les États-Unis augmentent les tarifs avec les pays industrialisés et ne le font pas vis-à-vis des pays africains ou les PMA, eh bien, c'est certain on serait en train d'augmenter leur marge ou leur marge préférentielle augmenterait. Cependant, si on regarde l'évidence sur les SPG, non, système généralisé de préférence, sur les États-Unis, il y a un lien à une étude qui montre que ça a été vraiment complètement décidé et acheté par les sénateurs et par le Congrès. Donc c'était déjà le cas avant et ça sera encore plus maintenant. Alors, pour l'Union européenne, je pense que tout sauf les armes et les accords de partenariat économique sont plus sécurisés que l'AGOA, et bien sûr qu'ils devraient être préservés. Quoi d'autre? Le nouveau partenariat, en fait, c'est un mot bien prétentieux. Euh, je pense que l'OMC étant complètement en débâcle, il y aura peu de protection des pays faibles contre la politique bilatérale agressive des États-Unis ou d'un autre pays d'ailleurs. Donc, avoir de nouveaux partenariats va requérir au moins une certaine convergence
dans les normes. Pourquoi? Parce que s'il y a une convergence dans les normes, peut-être qu'ils deviendront plus opérationnels. Cependant, si on regarde la ZLECA, si on regarde vraiment ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont promis de faire, il y a très peu, malheureusement, qui a été fait pour protéger l'environnement et pour avoir une politique environnementale cohérente. Donc, il y a de gros efforts à faire du côté des pays africains. Il y a un petit booklet que j'ai résumé, qui résume des papiers que nous avons écrits là-dessus. Et si vous voulez, vous pourrez vous y référencer. Mais je reste un peu, je reste douteux sur la possibilité d'avoir ce soutien au niveau continental, parce que pour, pour l'Afrique, ben, l'Afrique subsaharienne, c'est peut-être la taille de l'économie de la France au total ou un peu plus. Donc, il faudrait quand même qu'ils soient qu'ils aient une politique commune, d'avoir la politique commune même au niveau de l'Union européenne est difficile. Donc voilà mes quelques remarques et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Jim. Avant de passer aux questions qui, je comprends, sont assez nombreuses sur le chat, notamment à l'intention de Lucie, je voulais vous interroger sur le risque plus spécifique lié aux tensions géoéconomiques entre la Chine et les États-Unis. Alors, il y a l'aspect, je dirais, commercial au-dessus de la ligne de la balance des paiements courants, qui est avec à court terme probablement un avantage comparatif qui sera donné aux pays exportateurs de matières premières et notamment de métaux critiques compte tenu de l'affrontement dans ce domaine de plus en plus prégnant entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis adoptant la même logique transactionnelle que la Chine, notre soutien contre un accès aux matières premières. Mais à long terme, par contre, les effets peuvent être très négatifs pour tout le monde parce que ils peuvent conforter l'Afrique subsaharienne et les pays les plus vulnérables dans une spécialisation sur les matières premières. Et quand ils n'ont pas de spécialisation sur les matières premières, les couper définitivement de la voie du développement par l'industrialisation, parce que le risque qu'on craint en Europe, celui du déversement des surcapacités chinoises et plus généralement de la chaîne de valeur asiatique sur le marché européen, sera encore plus vrai notamment si l'Europe suit la tendance et se protège plus, sera encore plus vrai sur le continent africain et probablement, comme le signalait Chim, la plupart des pays n'auront plus, dans le cadre de la débâcle de l'ordre multilatéral, les moyens vraiment de se protéger de protéger de cela. Et l'autre aspect des tensions géoéconomiques entre la Chine et les États-Unis, c'est que la Chine est devenue un bailleur de fonds très important en Afrique. Mais si le fait qu'il soit devenu un bailleur très important marque un alignement avec Pékin et que cet alignement est un facteur qui ne permet pas d'accéder aux ressources, soit de l'aide bilatérale des autres pays, soit des marchés financiers mondiaux, c'est l'illustration que la fragmentation a des essais, enfin cet aspect-là de la fragmentation, les tensions géopolitiques sino-américaines, a des effets négatifs. Voilà, donc je voulais vous interroger tous les trois sur ces effets qu'on voit déjà en l'œuvre depuis maintenant plus d'une dizaine d'années ou plus d'une quinzaine d'années. S'ils se poursuivent, voire s'ils s'accélèrent, se renforcent, quelles sont les conséquences et comment vous voyez l'avenir, peut-être en commençant par Amadouci au niveau du FMI et des organisations de Bretton Woods. Oui, donc peut-être que je commencerai par par le second point.
Donc, pour le moment, hein, bon, si on reste dans la logique des scénarios, on peut aller à un scénario extrême, hein, où on a vraiment un cas où il faut s'aligner à un bloc ou l'autre. Mais bon, mais par exemple, pour ce qui est du financement des pays, en ce moment, par exemple, on voit des pays comme le Congo, et la République du Congo émettre des eurobonds alors que parce qu'on est un peu dans un environnement de risk on, hein. Les marchés obligataires, les investisseurs sont en ce moment un appétit pour le risque qui a beaucoup augmenté. Ce même pays qui exporte du pétrole vers la Chine et tout ça est aussi très dépendant de la Chine. Mais elle a ce portefeuille en ce moment et elle a pu émettre des obligations. Donc, pour le moment, bon, pour le scénario de base, je pense que bon, les pays arrivent à avoir du financement un peu partout. Mais ce que nous avons observé, c'est que plus de la moitié du financement des pays maintenant vient des marchés domestiques, en monnaie locale. Ça, c'est vraiment une tendance qu'on a vue. Bon, ça a des avantages, hein, parce que les pays les plus riches dépendent surtout de leur marché domestique. Mais ça crée aussi des nouvelles sources de risques, des sources de risques, par exemple. La plupart de cette dette est achetée par les banques commerciales de ces pays parce que leur marché financier n'est pas très sophistiqué. Donc, on a ce lien entre les banques commerciales et le risque souverain qui est en train d'augmenter. Donc, il faut qu'on regarde un peu, peut-être avoir plus, diversifier la base des investisseurs avec les fonds de pension, les compagnies d'assurance de ces pays, etc. Voir un peu au niveau de la réglementation prudentielle. Bon, pour Basel 2, c'est zéro risk weight. Mais bon, peut-être que au cas par cas, il faudra faire attention. Donc, je crois que c'est quand même un scénario extrême où euh, qu'on n'a pas encore vu, mais bon, c'est bien de réfléchir à un scénario extrême aussi. Mais maintenant, pour ce qui touche les échanges commerciaux, c'est vrai qu'à un moment, on avait pensé que, bon, peut-être que si la Chine se développe plus, certaines industries peuvent venir en Afrique et ce qui permettrait à une industrialisation de nos pays africains, etc. Mais on n'a pas trop vu ça. On a des problèmes de compétitivité, des problèmes de unit labor cost pour certains produits en Afrique est quand même reste élevé. On a des problèmes de productivité, etc. Je parlais par exemple à un monsieur qui travaille pour Nike, la compagnie de chaussures, de vêtements de sport, etc., au Vietnam, et qui est africain. Je lui disais, mais pourquoi vous venez pas en Afrique? Mais on retombe encore sur ces problèmes de climat des affaires, chaîne des valeurs, infrastructure, etc. Mais je pense que c'est exactement ça. Il faut éviter que cette fragmentation euh, éloigne l'Afrique de cette industrialisation dont elle a tant besoin. Oui. Je vais m'arrêter là. Si, sur ces questions, Lucie. Merci. Alors, j'ai 5 minutes, je suis vraiment désolée avant de quitter le séminaire. Si je peux peut-être très rapidement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Euh, Non, peut-être, oui, je peux. oui, 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 Oui. absolument. Je les ai un petit peu. Alors, déjà, merci beaucoup pour les gens qui ont soumis leurs questions. Ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir des questions lors de ce genre d'échange.
Je pense que si je peux peut-être résumer la teneur des questions et donc la teneur des réponses que je pourrais donner. Il y a une question sur, et j'ai même moi même pensé, procyclicalité de la notation. Alors, notre méthodologie et notre façon de déterminer les notations, c'est lors d'un comité. Hein, c'est des gens qui sont autour d'une table, qui discutent des analyses et qui décident de la notation lors d'un vote. Et notre méthodologie et la façon dont on pense les notations fait que les notations ne doivent pas trop bouger. On appelle ça look through the cycle, c'est-à-dire essayer vraiment d'avoir une vision à 4-5 ans et de pas, par exemple, abaisser une notation pour vite la remonter, pour vite la redescendre, etc. Donc, on a un critère de stabilité et on le mesure dans la performance de nos notations, de stabilité de la notation. En revanche, la procyclicalité de la notation ne vient pas forcément de la méthodologie elle-même, mais bien de l'utilisation qui est faite de la notation par les acteurs, par les gens qui achètent de la dette. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Voilà, il y a d'un côté la méthodologie et les notations qui sont attribuées par les agences de notation. De l'autre côté, il y a l'utilisation de cette notation qui est faite par les investisseurs. Et là, il y a vraiment des différentes sortes d'investisseurs, des investisseurs qui sont très informés, qui sont d'ailleurs souvent pas d'accord avec nous, qui nous appellent et qui nous disent, ah ben nous, on n'est pas d'accord avec ce downgrade ou cet upgrade. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que justement, ça vient limiter le risque de procyclicalité. La dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est aussi la raison pour laquelle la plupart des régulateurs d'agences de notation favorisent d'avoir plusieurs notateurs et donc plusieurs vues. Pour qu'un marché fonctionne, il faut par définition qu'il y ait un acheteur, un vendeur. Et il faut que l'acheteur et le vendeur soient en désaccord, vu il y en a un qui va acheter à un prix et l'autre qui est prêt à vendre à un prix. Ben, c'est la même chose pour les vues et les opinions des agences de notation. Il est important d'avoir plusieurs agences de notation avec des vues indépendantes les unes de l'autre. Par exemple, si vous comparez les notations de S&P et les nôtres, vous vous rendrez compte que il y a sur certains pays, on n'est pas du tout d'accord. Le Maroc a très longtemps été noté au-dessus de l'Afrique du Sud par S&P. Nous, c'était l'inverse. Le Kenya, aujourd'hui, chez nous, est CWA1, B2 chez S&P. Et justement, cette variété d'opinions vient justement limiter la procyclicalité de l'utilisation des notations. Et donc, c'est là où, bien sûr, la régulation a son rôle. Et c'est là aussi où, finalement, avoir des investisseurs informés sur ce qu'est une notation, sur leur rôle, leur nécessité de faire leur propre due diligence et de faire leur propre vue, est importante. Après, il y avait des questions plus qui ont trait au fait de... On tient compte de choses qui sont importantes pour mesurer le risque de crédit et donc le risque de défaut, même si parfois c'est injuste, si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire, pour le pays en question. Et ça, c'est vrai. Quand la Russie décide d'envahir l'Ukraine et que ça fait augmenter les prix de beaucoup de biens qui sont importés par les pays africains, c'est une externalité pour les pays en Afrique. Ils n'ont absolument rien à voir avec le conflit. Mais pourtant, ils le subissent. Et alors, ça peut paraître injuste pour en particulier les décideurs politiques et les populations qui vont subir ce choc, que finalement, parce qu'ils sont exposés, les agences de notation disent finalement c'est un peu plus risqué, par exemple, on downgrade d'un notch. Ça peut paraître injuste, mais en réalité, la réalité économique et financière, la vraie mesure du risque, elle a augmenté. Pour des raisons qui sont, encore une fois, peut-être injustes pour ce pays-là, mais la réalité économique et financière n'en reste pas moins que c'est plus risqué pour ces pays. Alors, si on avait un système de gouvernance supranationale qui était peut-être plus juste, justement, et qui ferait en sorte de entièrement, vous voyez, venir supporter et aider les pays à absorber des chocs, oui. Mais après, je pense que vous rendez tous compte du coût économique que cela, bien entendu, nécessiterait si, par exemple, quand on voit l'augmentation du prix de l'énergie, même dans les pays développés en Europe, c'était quand même des coûts qui étaient très difficiles à absorber et à compenser. Il est difficile d'imaginer une gouvernance supranationale qui ferait que un pays pauvre qui subit ce choc de plein fouet va être totalement compensé. Donc nous, notre rôle, bien entendu, c'est de dire, même si c'est injuste pour le pays, même si c'est un choc qui est exogène,
ça n'empêche que le risque de crédit est plus important. Et on l'expliquera. Et ça m'amène au cas du Sénégal, qui est un cas totalement à part. Il y avait des questions sur le Sénégal, euh, où finalement, là, c'est, j'ai envie de dire l'inverse qui se passe. C'est que là, la dégradation de la notation est entièrement du fait des autorités. Alors on peut discuter de, bien entendu, quand il y a un changement de gouvernement, c'est beaucoup plus facile quand on a un nouveau gouvernement de dire on a découvert de la dette contractée par l'ancien gouvernement. N'empêche que la Cour des comptes sénégalaise, qui est une institution très crédible et très professionnelle, a validé l'entièreté de la dette dite cachée du Sénégal. Donc mettons de côté voilà le contexte politique à part. Nous, on a une Cour des comptes, voilà, qui nous donne un rapport et qui nous fait état de la dette. Et bien entendu que nous, à ce moment-là, on est obligé d'en tenir compte, d'où le déclassement de la notation du Sénégal, de beaucoup de notes. Voilà, ce qui est intéressant dans le cas du Sénégal, c'est que le choc exogène que je mentionnais, Russie-Ukraine, a eu finalement assez peu d'impact. Mais là, c'est vraiment du fait des autorités elles-mêmes, la dégradation de la notation. Et on est très clair dans notre explication de pourquoi on dégrade une notation. Et donc, il est aussi assez facile de voir, bon, ben voilà, dans ce cas-là, c'est un choc totalement exogène. Dans ce cas-là, c'est plutôt un choc totalement interne. Sur ce, je suis désolée d'avoir à quitter. Je vous remercie encore beaucoup de votre invitation. Et si je puis me permettre, j'aimerais inviter les quelques personnes qui ont laissé des questions à continuer la conversation. N'hésitez pas à m'envoyer un email. Nous sommes disponibles à travers ce genre de séminaire ou directement lors d'un call. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Merci pour ta présence et tes interventions. Alors, j'en profite pour revenir vers Jim sur les questions plus commerciales et sur la question qui est un peu finalement assez fondamentale dans une perspective de long terme de développement, c'est que finalement il n'y a pas eu d'intégration de l'Afrique aux grandes chaînes de valeur mondiales. Donc le nouveau contexte géopolitique, on pourrait dire, sur ce plan-là, en fait, ne va pas changer les choses. Mais est-ce que quand même la possibilité que finalement ça devienne un débouché stratégique pour la Chine qui se voit plus ou moins en partie fermé, les grands marchés européens et les marchés et le marché américain. Et quand je dis la Chine, c'est aussi la chaîne de valeur asiatique. Le fait que ça devienne un débouché, est-ce que ça condamne pas l'Afrique, en tout cas, à renoncer à un modèle de développement par l'industrialisation et par l'intégration aux chaînes de valeur, ou est-ce qu'au contraire, tous les éléments qui étaient dans ton dernier slide permettent d'être plus optimistes? Donc voilà, donc l'idée c'est, est-ce que Made in the World, c'est fini en gros. Can we have Made in Africa comme on a eu Made in Asia? Alors, il y a des données qui sont ce qu'elles sont, mais enfin qui sont les meilleures que l'on ait, même si elles ne sont pas très fiables, qui vont de 1995 à 2022-2023, où on peut utiliser des indices de participation aux chaînes de valeur, notamment entre les participations régionales et non régionales. Régional, c'est commerce de biens intermédiaires avec les pays de la région. Alors, les pays de la région, ici, chaque région, Afrique, eh bien, c'est les pays de la ZLECA. L'Asie, c'est tous les pays de l'Asie de l'Est, inclut la Chine et l'Inde. Je les ai mis quand même dedans. Après, il y a l'Europe et l'Asie centrale. Alors, évidemment, l'Europe et l'Asie centrale, c'est les 28 et quelques autres pays, ex-pays de Comecon, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Ce que vous voyez, c'est que sur la période entre 95 et 2022, ce qui est plus de 25 ans, c'est que vous voyez, c'est que la part des flux de commerce de biens intermédiaires entre pays africains est restée très faible. 5%, ça n'a pas changé. Ok, tout le commerce qu'ils ont eu, c'est du commerce de biens intermédiaires, mais surtout des biens intermédiaires du haut des chaînes de valeur, en haut, c'est-à-dire en amont,
c'est-à-dire les matières premières et autres, ce que Bruno mentionnait tout à l'heure. Donc jusqu'à présent, entre 95 et 2022, aucun changement. Mais regardez ce qui s'est passé dans les autres régions. Évidemment, en Europe, Factory Europe, c'était déjà très élevé, ça a augmenté encore, plus de 40%. Donc plus de 40% du commerce de biens intermédiaires était entre l'Europe et en 95 et ça a augmenté. Et puis en Amérique du Nord, pas tellement, vous remarquerez, mais surtout ce qui est important là, si vous voyez, c'est que l'Afrique, ça n'a pas bougé. Donc la question, c'est est-ce que la ZLECA pourrait aider à y arriver? Et bien sûr, pour faire un peu de pub pour ce booklet qui est disponible sur le site de la FERDI, c'est un- un- un recensement, un recueil de blogs qui ont été écrits suite à plusieurs études que j'ai fait avec des collègues durant les 10 à 15 dernières années. Et justement, il y a deux aspects qui sont peut-être importants. Un, c'est euh, le- la négligence des biens publics régionaux, très facile à constater, et difficile à y remédier parce qu'il faut de la confiance pour les biens publics. Mais il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites sur le côté de la ZLECA, des simplifications. Et il y a pas mal on a plusieurs études qui montrent que ils ont choisi des règles d'origine qui, en fin de compte, d'un côté, la préférence, c'est la réduction tarifaire, et bien sûr, de l'autre côté, les règles d'origine, c'est pour empêcher que cette préférence tarifaire soit, soit, soit exercée. Et l'autre, c'est l'accord sur la facilitation des échanges, où on montre par des analyses économétriques et simulations que si, entre guillemets, les pays africains prenaient au sérieux, je veux dire pas prenaient au sérieux, c'est-à-dire qu'ils font une augmentation, une amélioration des processus aux douanes qui sont faisables, ce n'est pas d'arriver au niveau européen, mais à moitié chemin ou un peu moins du niveau des indices européens, ben, ce serait équivalent à plus de 7 à 8% de réduction tarifaire. Donc, la réponse, s'il y en a une, c'est que il y a des choses à faire et jusqu'à présent, la SDK, malheureusement, regardez les règles d'origine, ça fait 7 ans qu'ils négocient, il y a toujours 500 produits, enfin, 500, c'était au mois de mai 2025, donc il n'y a pas longtemps. Ben, ça, 500 produits au niveau HS6, ils ne sont toujours pas d'accord. Donc, évidemment, tant que tout n'est pas, ils sont pas d'accord sur tout, ils sont d'accord sur rien. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, mais il y a du progrès et il faut être positif, bien sûr. Mais d'un côté, il y a des choses qui sont jouables et faisables et qui n'ont pas été faites encore. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jim. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que vous avez beaucoup parlé tous les deux d'aide au développement et c'est normal parce que ce sont des flux qui sont les plus géopolitisés, si je puis dire, et c'est les flux sur lesquels les ruptures récentes ont été probablement les plus profondes. Si je peux vous demander en 2 minutes chacun maximum de conclure sur ce sujet, avant de passer la parole à Mathieu Boussichas qui a travaillé sur ce sujet et sur lequel la FERDI va continuer à travailler, et en tout cas sur ce genre de thème, le prochain séminaire webinaire consacré au lien entre et politique, géoéconomie et développement sera vraiment centré sur l'aide au développement. Voilà, Amadou, si je peux te demander, voilà, en 2 minutes sur ce Oui, sujet de l'aide. oui, non. D'ailleurs, nous travaillons sur ce sujet en ce moment pour avoir une note analytique pour notre rapport d'avril 2026.
Donc, on aura une note exactement sur ce sujet. Mais moi, ce qui me préoccupe, deux choses me préoccupent. La première, c'est que l'espace budgétaire de beaucoup de pays est tellement limité que pour se substituer à cette forte baisse de l'aide, ça va demander des arbitrages assez difficiles. Mais l'autre, c'est qu'il y a aussi cette infrastructure de l'aide. Même si on a le budget pour remplacer une aide qui disparaît, l'aide venait aussi avec une certaine infrastructure. Par exemple, si on prend un pays, bon, vous savez, la taille des pays africains, des fois, est tellement grande où on distribue de l'aide à des réfugiés d'autres pays ou les internally displaced. Donc, il y avait toute cette infrastructure que certaines qui venait avec l'aide publique au développement. Donc même si on a l'argent, il faudra, par exemple, si l'USAID qui faisait certaines choses à 500 kilomètres de la capitale, faudra se substituer à ça. Et ça prend du temps, c'est pas évident, et il faudra aussi être efficient dans cela. Donc on a ces deux problèmes. C'est pas seulement l'argent, mais il y a aussi l'infrastructure de l'aide. Mais en avril, mes collègues travaillent dessus et en avril, on espère avoir une étude beaucoup plus détaillée. Merci, on attend ça avec impatience et peut-être justement on vous invitera en avril à partager ces conclusions. Jim, sur l'aide? Ben, écoute, moi, je me souviens de mon époque quand j'étais jeune et que je devais rédiger toutes ces lettres pour les députés pour dire pourquoi donner de l'aide. Mais la réponse souvent dans toutes les lettres, c'est de toute façon 95% de l'aide revient chez nous. Ils dépensent l'argent qu'on leur prête ou qu'on leur donne en achetant chez nous. Donc c'était une aide liée. Bon, le monde a peut-être changé depuis, mais je pense maintenant qu'on a des données qui peuvent être géoréférencées, on pourra certainement faire plus du côté de l'aide pour la santé. Il me semble que l'aide pour la santé, c'est là où on devrait mettre l'accent parce qu'à la fois, on peut dire presque que c'est exogène, pas complètement, mais c'est pas la faute des politiques économiques des pays. Et les pays devraient vraiment et pour le futur, avoir un certain niveau de santé. Je sais que la Ferdi travaille également là-dessus, mais je pense que c'est peut-être dans ce domaine qu'il faudrait surtout se concentrer. Merci Jim. Et donc je vais laisser la conclusion de ce séminaire à Mathieu Boussichas, qui est en charge de la chaire sur l'architecture internationale du financement du développement et qui travaille aussi sur ces sujets pour conclure justement sur ce point de l'aide. Eh ben, merci Bruno, merci d'abord à tous les trois d'avoir bien voulu participer à ce webinaire qui se termine maintenant. Simplement pour vous signaler que à la FERDI, nous avons amorcé un travail sur justement l'impact de la fragmentation sur les flux de financement. La question de l'aide est évidemment au cœur, mais ce n'est pas le seul flux que nous observons, évidemment. Ce travail donnera lieu en 2026 à d'autres événements, d'autres travaux qui prolongeront celui que l'on va publier dans la revue d'économie financière bientôt, et qui se finit sur la question de savoir quels peuvent être les scénarios à l'avenir pour l'Afrique. Et concernant l'aide, il y a grosso modo deux alternatives. Soit l'augmentation des tensions oblige chaque pays à choisir grosso modo son camp, ce qui veut dire moins d'aide de l'un des deux camps, et donc moins d'aide de tout court, dans un contexte de nouvelle fatigue de l'aide, et qui, de plus, dans ce premier scénario, qui est un scénario pessimiste, implique une allocation probablement moins efficace parce que définie selon des critères plus politiques que de pure efficacité. Mais dans un scénario second plus positif, cette augmentation de la fragmentation peut aussi conduire à une logique de mise en concurrence des blocs, et avec donc plus d'aide de chacun des blocs pour attirer les faveurs et les pays
dans un bloc ou dans un autre. Alors lequel des deux on n'a pas va l'emporter? On n'a pas bon, on n'a pas le temps. C'est une question que j'aurais voulu vous poser, mais on n'a pas le temps de l'étayer. Mais c'est une question que qu'on a commencé, que l'on analysera tout au long de 2026 dans nos futurs travaux et dans nos futurs événements, notamment centrés sur cette question. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Et donc, ainsi se clôture ce webinaire. Et encore merci aux trois panélistes et avec les excuses renouvelées de Franny Léautier qui a eu un empêchement de dernière minute. Merci beaucoup. Merci.